Alors les pardons. Les pardons me semblaient intéressants à amener parce que je me dis qu'il y a beaucoup de manières de pardonner, mais que clairement si le pardon n'est pas une reconstruction, vous voyez, du lien, quelque part, bah, il n'y a pas de possibilité. Je veux dire, c'est pas juste laisse tomber. Beaucoup de personnes me parlent de trahisons, des trahisons qui sont senties trahies à différents moments dans leur couple, pour des tas de choses différentes. Comme je vous disais, ça peut être l'achat de quelque chose en mettant l'autre en dehors d'une maison, ça peut être beaucoup de choses de ce type-là. Et en fait, les gens disent qu'ils pardonnent. Mais ils pardonnent d'une manière qu'ils disent, bon, écoute, on va faire comme si ça n'était jamais existé. Quand j'arrêterai d'être en colère, on fera comme si ça n'avait jamais existé. Mais est-ce que c'est ça, le pardon? Non, moi je demande un échange. Contrepartie. Est-ce qu'on entend pardon dans une continuité du lien? Pas forcément. Pas forcément. Mais moi, je dirais que même si vous n'avez pas pardonné, c'est là qu'est la continuité du lien. Oui, ça c'est Oui. Et parfois, on ne peut pas pardonner parce qu'on a envie de garder les liens. Non, dans le pardon, on n'a pas, la seule chose qu'on peut demander en échange, c'est la reconnaissance de la faute. Parce que si c'est pas une faute, il n'est pas à pardonner. Si c'est une erreur, on répare. Si c'est une faute, c'est irréparable. Donc il faut pardonner, c'est la seule façon d'effacer. Donc c'est carrément effacer. Ça efface pas forcément le pardon. Non, ça efface Ça pas. interrompt la relation. Ça perd, mais ça n'efface pas. On peut pardonner et interrompre la relation. Ça efface pas, d'accord, ça efface pas, mais c'est beaucoup mieux qu'une réparation. Mais parfois, il n'y en a pas de réparation possible. Il Je y en a ne sais pas, pas. mais il y en a pas. Un chauffard, il tue un enfant, il n'y a pas de réparation possible. C'est impossible. Mais ce qui est vu par nous comme une trahison peut ne pas être vu par l'autre comme une Ah ben trahison. Du tout. Donc du coup c'est Souvent, difficile parce qu'il ne va pas dire excuse-moi ou il va dire bah non mais moi non, pour moi non. Donc c'est difficile de donner le pardon si l'autre n'accepte pas que Oui. la trahison, enfin le ressenti de trahison qu'on a eu, non? Alors, comment est-ce qu'on finit la relation si c'est le cas? Parce qu'on ne va pas rester coincé parce que l'autre abruti ne veut pas avouer ses fautes quand même. Souvent dans les couples, l'autre ne dit pas bah oui, c'est vrai, je l'ai fait ça. Ça serait dans un monde parfait, les gens diraient oui. La bienveillance pour l'autre. Hein. Le pardon, c'est accepter. Je crois que ça peut se passer qu'à un niveau supérieur, autre que la relation, vous voyez un niveau plus spirituel, on peut appeler ça, ou un niveau plus... Et puis ça peut être aussi avec bienveillance envers soi-même, en arrêtant de ruminer, de faire vivre la mauvaise chose qu'on a subie. Oui, bien sûr. C'est pour se libérer, c'est une sorte de libération. Ça n'existe pas, mais c'est une reconnaissance que ça a existé, que c'est terminé, et que peut-être... Si je me pardonne de m'être fait souffrir avec ça. Oui. Et ça, c'est encore beaucoup plus fort que de pardonner l'autre, à l'autre. Parce que sinon, c'est comme un ressentiment, en tout cas, ce qui se cachait derrière. C'est comme si, en fait, il y avait un poison qui était là, mais c'est toi qui l'as avalé et tu voudrais que ce soit l'autre qui soit intoxiqué. Et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Et oui, du coup, le pardon exclut la notion de vengeance. Sinon, on continue à alimenter soi contre soi-même. Oui. Et en fait, bon, tout ça, ça a lieu quand même, c'est lié à la construction de l'ego. Hein, c'est plus complexe. Mais dans ce qu'on appelle la religion catholique, le pardon, on peut dire, a pour objectif de continuer la relation. Ah non, justement. Non. Alors, c'est pas je tends une joue et je suis contente de tendre l'autre, justement, c'est l'inverse. C'est vraiment dire je reconnais que la personne a fait ça, mais je passe à autre chose. C'est pas oublier du tout et recommencer forcément. Ah oui, moi je l'ai stylé.
Dans la méthode Ho'oponopono, hein, le oui. pardon, c'est je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée, pardon, d'avoir réactivé des mémoires qui sont erronées. Donc on prend vraiment la responsabilité de ce qu'on a vécu est en lien avec les propres mémoires que nous avons qui ont été réactivées à travers l'autre. Donc on est en plein dans la responsabilité totale de ce qu'on a vécu. Et on dit merci parce que grâce à cette expérience, je vais enfin pouvoir me libérer de ces mémoires. Et je m'aime, je t'aime et j'aime le monde entier. Oui, c'est Oui. Donc, quand tu dis une approche spirituelle, là, on a une approche spirituelle. Oui. Et après, c'est un état d'être, donc c'est encore un peu différent. Alors l'idée de la réparation, je vais peut-être la raconter à travers l'histoire d'une situation où il y avait une dame qui était venue me voir avec son mari, parce qu'elle l'avait amené, donc c'est pas des couples. Et elle expliquait que son mari lui avait fait quelque chose de terrible. Il avait une période où il s'était complètement coupé d'elle pendant 6 mois. Il avait eu des aventures avec quelqu'un d'autre. Il avait acheté une maison en empruntant de l'argent à son père, mais à son beau-père aussi. Il avait fait plein de choses à son insu et des choses qui étaient terribles. Et aujourd'hui, elle voulait continuer la relation. Elle disait qu'elle avait compris des choses qu'elle avait fait, qui avaient été difficiles pour lui aussi, etc. Mais en gros, elle disait, j'arrive pas à pardonner. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez demandé réparation? Elle dit, oh oui, il est devenu gentil, il m'amène le petit déjeuner au lit, le samedi, il fait ceci, il fait cela. Et je lui ai dit, non. Si vous voulez que je vous prenne en thérapie, vous allez réfléchir d'ici à la semaine prochaine et vous allez lui demander quelque chose de tellement énorme qu'il va tomber sur sa chaise quand vous allez lui dire. Et on verra s'il est capable de le faire. Alors la femme m'a dit, bon oui, je pourrais lui demander un voyage. Un voyage? Vous rigolez? Je lui dis alors un voyage autour du monde pendant 1 an, sinon ça ne va pas. Non mais vous êtes folle. Elle me dit, je ne peux pas faire ça. Et je lui dis, non, vous pouvez y aller, allez-y, maximum. Est-ce que vous êtes prêt à payer, monsieur? Oui. Mais ça va être très dur, hein, ça va être énorme. Oui. Et voilà, la femme est revenue et elle a dit, bon voilà, ce que je lui demande, c'est qu'on vende la maison et qu'on achète une autre maison plus loin de mes parents et de mes beaux-parents. Que ça? Et quoi d'autre? Et elle dit, bon, qu'on revoie les relations avec, qu'elle revoie les relations avec son père. Ok, et quoi d'autre? Et comme ça, j'ai lu toute la séance en train de demander des choses. Et je dis sur monsieur, allez, prenez les carnets, notez. Alors c'était vraiment très intéressant parce qu'à la fin de la séance, lui s'était engagé juste avec la maison, le reste, mais la maison, semble-t-il, c'était très fort pour lui. Et à la fin de la séance, elle m'a dit, oh, je me sens pratiquement libérée. Et donc, vraiment, l'idée de la réparation est quelque chose de très important. Mais aussi, vous voyez, la plupart du temps, les gens qui veulent reconstruire la relation vont demander des réparations très petites. Parce qu'ils veulent construire, vous voyez, ils veulent que la relation continue. Et donc, ils vont minimiser au maximum ce qu'ils ont vraiment besoin pour se refaire. C'est marrant, moi, la réparation, je crois que c'est quelque chose que j'ai jamais... c'est un concept que j'ai jamais... c'est... Non, que j'ai jamais expérimenté. Jamais. Les enfants, ça marche. Tu l'as fait avec les enfants? Les enfants, ça marche. Oui. Tu as un exemple ou... Plein. J'ai l'impression que ça soulage un enfant de réparer quelque chose. Ah oui. C'est un peu ce que tu décris. Parce que vous voyez, il y a vraiment ces jeux. Aujourd'hui, j'avais un patient,
Et bon, j'ai vu les deux, l'homme et la femme. Et elle, ce qu'elle me disait, c'est, vous voyez, j'en ai marre d'être la mégère fâchée avec les petits garçons coupables. Sa culpabilité m'empoisonne. Nous empoisonne. Et je crois que le fait aussi de permettre à quelqu'un de réparer, c'est de pouvoir lâcher la culpabilité. Ça permet de responsabiliser aussi. Aussi. Passer à autre chose, quoi. Oui, puis ça te rend responsable de ce que tu dis, ce que tu fais. Je comprends mieux la réparation, c'est pas triste. Il y a du boulot, hein. Mais la réparation peut permettre aussi à certains, vous voyez, de pardonner aussi. Parce que la personne, quelque part, est en train de reprendre ce qui est à elle comme, en tant que faute et de réparer. Voilà. Comme ça, on a déjà fait un peu. Alors. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Jean Jaurès. C'est bien, hein? Ah, vous voulez un peu d'optimisme. Alors, comment engager les gens? C'est les dernières 2 slides que nous avons. Alors, je me suis dit que ça soit en thérapie, parce que vous voyez, un des aspects qu'on n'a pas parlé, c'est que quand quelqu'un vient en thérapie, il faut l'engager. Il faut l'engager dans la thérapie. Il faut que la personne soit partie prenante. Quand vous avez quelqu'un en coaching, il faut que la personne s'engage dans le coaching. Alors, j'ai mis quelques points qui me semblaient importants, qu'on a validé ou revalidé avec Fabrice. Ah, les lire, oui. Donc, on a mis comment engager les gens, donc en thérapie brève, en entreprise, en famille, à l'école. Alors, le premier, c'est de créer un contexte où les gens deviennent clients. Pour le moment, j'ai un nouveau client en entreprise, une très 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 grosse entreprise, je crois que c'est la 18e mondiale, très grande entreprise. Et eux, ils viennent de faire une transformation très importante de l'organisation. Et la grosse difficulté face à laquelle ils se trouvent, c'est qu'eux, ils viennent dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour que la transformation aboutisse. Mais ils permettent à aucun moment, vous voyez, que les gens nagent un peu, qu'ils aient des difficultés et qu'ils viennent, eux, en disant « j'ai besoin d'aide » et qu'ils viennent revoir les DRH. Donc en fait, ce qui se passe, c'est du coup, les gens ne sont pas demandeurs, vous voyez, d'une aide. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1, c'est créer un contexte où les gens sont demandeurs. Et ce n'est pas toujours simple, parce que quand on est en position d'aide, vous voyez, on pense toujours qu'il faut qu'on aide la personne même avant qu'elle a pu l'exprimer. Dick Fish, il parlait toujours, donc le directeur du centre de thérapie brève, il disait, si les thérapeutes pouvaient entendre, ou tous les gens qui aident les autres, que la meilleure posture, c'est celle de sauveteur en mer, à ce moment-là, on s'en sortirait beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il va faire un sauveteur en mer? Il voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, et il va dire à la personne, je vous demande de vous retourner, je vais venir vous attraper et vous tirer hors de l'eau. Mais tant que la personne ne se retourne pas, il ne s'approche pas. Sinon, il y en a 2 noyés à la place des 1. Et donc, il dit à la personne, vous ne bougez plus, vous allez commencer à descendre dans l'eau, ce n'est pas grave, je viens vous tenir, et à ce moment-là, je vous sors. Et Dick Fish avait demandé une fois à quelqu'un, mais si la personne continue et continue et continue, il dit, soit vous réussissez à la sauver, soit vous attendez qu'elle se noie un petit peu, et à ce moment-là, vous pouvez venir la sauver. La deuxième étant une mauvaise choix, si vous êtes en haute mer, c'est très risqué. Mais vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous vous approchez, vous vous naillez avec l'autre. Il faut que la personne, vous voyez, non seulement soit en souffrance, il est en train de hurler sa souffrance, mais qu'il soit dans une position d'être client, vous voyez, d'être en position pour pouvoir être aidé. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Dans les écoles, c'est continuel. On essaie de sauver les étudiants avant qu'ils soient demandeurs. Dans la vie, c'est la même chose.
N'en parlons pas, les services sociaux. C'est inouï la quantité de personnes qui se retrouvent dans cette position de se noyer avec l'autre. Alors le deuxième, ça semble assez évident de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les aider à clarifier de quoi ils ont besoin. On parlait pour les jeunes qui partent en Syrie, mais on parlait pour toutes les autres personnes, de quoi ils ont besoin. Et nous, de quoi avons-nous besoin? Vous voyez, ce sont les limites pour pouvoir être en position d'aide. Puis, je disais analyser les fonds et la forme. Bon, c'est une manière de dire, je n'arrivais pas à trouver un meilleur mot. Mais l'idée des fonds et la forme, c'est qu'il y a, par exemple, comme dans la situation de cette entreprise, il y a la transformation et tout le monde voit exactement qui va faire quoi, comment. Mais comment est-ce qu'on va passer exactement de A à B? Parce que c'est ça toujours le nerf de la guerre. C'est très facile de dire, à partir de demain, je vais devenir une super sportive. Mais comment est-ce que je vais passer de ne pas faire du sport à devenir une super sportive? C'est le chemin, vous voyez, c'est la forme qui va prendre les changements qui est le plus difficile et le plus complexe. Et dont on essaye de ne pas trop en parler, surtout dans une grosse entreprise, parce que sinon, on se sent déjà noyé, donc on essaye de ne pas en parler. On sait qu'on va faire passer de là à là, mais comment? Alors, une des choses qui me semble importante et qui fait partie, vous voyez, de ce que nous appelons les réducteurs de complexité, c'est le fait de permettre déjà à la personne, pendant tout ce temps, vous voyez, de faire des choses qui sont modélisantes par rapport à ce que vous voulez leur faire faire. C'est-à-dire que si vous voulez amener à quelqu'un à être beaucoup plus, avoir une capacité plus grande de pouvoir négocier, mettez-les en situation de négociation, même dans les premières étapes. Si vous voulez que quelqu'un s'affirme, bon, mettez-les dans une situation où il va devoir s'affirmer face à vous. Parce qu'on pense toujours, vous voyez, que notre position doit être toujours gentille, aidante, douce, etc. Mais il y a des moments que la meilleure position que vous pouvez avoir avec quelqu'un, c'est de le mettre à bout, qu'il se fâche, il dit pas question, c'est pas comme ça que je veux. Et vous dites, magnifique, demain vous faites exactement la même chose avec votre patron, tout va aller bien. Vous voyez, comment allez-vous être modélisant? Aussi, quelque chose qui est important, c'est de définir chacun les rôles qu'il va avoir dans ces projets et dans cette évolution. Ça, c'est ce qu'on appelle les cadres. La plupart d'entre vous, vous le savez, c'est important. Mais parfois, on l'oublie. Dans les familles, on l'oublie. Dans l'entreprise, on l'oublie. On l'oublie en général, vous voyez. Les coachs ou les thérapeutes, ça, on se souvient de quel est notre rôle, qu'est-ce que nous devons faire, on est là pourquoi. Mais parfois, on oublie le rôle de l'autre. Surtout si c'est un enfant, angélique, adorable. Aussi, autre chose, c'est qu'une fois que vous en êtes là, c'est important d'accueillir le maximum de critiques. Et d'habitude, on n'a pas envie de les entendre. Quand on fait des propositions, on est consultant, on est coach, etc. Quand on fait une proposition, on essaye de ne pas entendre tous les mais que les gens vont dire. Mais en fait, plus vous avez des mais, plus vous avez la capacité de pouvoir construire, vous voyez, quelque chose qui puisse être adapté avec vous. Et puis à partir de là, tous les restes sont continuellement des co-constructions. Vous voyez, on construit avec l'autre dans ce projet. La plupart des transformations viennent des top-down. Alors bien sûr, il y a quelqu'un qui a dû se pencher, on ne peut pas tous les construire, il y a quelqu'un qui a dû se pencher pour voir d'où on va, où on va. Mais en fait, ce sont les personnes qui sont les plus en contact avec le terrain, qui savent la manière, comment leur travail va être affecté. C'est la même chose quand je parle avec des enfants qui vont par exemple avec des problématiques scolaires, une des choses importantes c'est de dire ok, tu dis que tu vas te mettre à étudier, tout le monde te demande de te mettre à étudier. Mais comment est-ce que ta vie va changer quand tu vas le faire? Et évidemment, surtout si c'est un enfant qui n'arrive pas à travailler et à étudier, il dit rien, je veux juste étudier. J'ai dit non mais attends, les 3 heures que tu vas passer à étudier, tu ne vas plus faire courant. Il y en avait un des gamins, quand je lui ai posé cette question, il m'a dit « Oh, mais il va y avoir plein de séparations en classe. » J'ai dit « Comment plein de séparations ?» Et il m'a dit « Ben oui, parce que moi, toute l'après-midi, je suis avec l'un et l'autre au téléphone, parce que j'arrange les problèmes des uns et des autres, parce que quand il y en a un qui se bagarre avec l'autre, je lui dis quoi faire, comment... »
J'ai dit, mais tu es psy, toi? Et elle me dit, bah oui, je suis la psy de ma classe. Et je lui dis, mais alors tu vas devoir laisser ton job pour pouvoir... Et j'ai dit, tout à fait payé. Il me dit, oui, parfois. Donc vous voyez, c'était important parce que pour lui, c'était vraiment toute sa vie, vous voyez, était constituée de cette importance qu'il avait pour régler les problèmes relationnels de la classe, notamment les problèmes amoureux de ses camarades. Donc c'est très important de dire comment est-ce qu'on va construire ça. Qu'est-ce que tu vas laisser tomber? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment la relation va changer? Il a dit, ah, ma maman va être toute fière de moi, elle va le dire à tout le monde. Je dis, à qui est-ce qui te dérange le plus qu'il le dise? Oh, il va le dire à ma grand-mère. Ah, tu sais, tu dis très bien maintenant. Oh, j'ai pas envie de ça. Vous voyez, donc il y a plein de choses qui peuvent venir et chambouler. Donc la co-construction de l'amélioration, c'est quelque chose de vraiment très important. Et puis, il y a évidemment de co-construire les indices, vous voyez, mais aussi sur les fonds et sur la forme. Sur les soft skills aussi. Qu'est-ce qui va devoir changer dans l'entreprise en termes de capacités? Par exemple, beaucoup de personnes, ou beaucoup d'entreprises sont en train de changer de quelque chose de vertical à quelque chose de plus horizontal. Ça demande des capacités de négociation, de discussion, l'envie de collaborer, le fait de ne pas prendre des décisions tout seul. Toutes ces choses doivent s'apprendre. Et après, évidemment, il faut permettre au système, que ce soit un système scolaire, un enfant, une famille, de corriger, évaluer, corriger, évaluer, corriger, évaluer. Continuellement. À la question, Sous la confiance. Hein. Faites-vous encore confiance aux instituts de sondage? 64% des Français répondent non, mais 59% répondent oui. Philippe, j'ai Mon cher compatriote. Ça, c'est aussi la confiance. Hein. Voilà. Alors, une petite publicité. Si vous voulez nourrir les stratèges qui est en vous, vous pouvez continuer à venir à nos activités et à nos formations. Voilà. Et Est-ce que vous avez des questions? Et les derniers petits points, ce sont des webinaires qui vont venir, puisqu'on aime de plus en plus la technologie. Bonjour à tous ceux qui vous êtes là. En plus, c'est magnifique, parce que par exemple, on a une des étudiantes, elle est en Turquie. C'est pas évident pour elle de venir passer une soirée. Elle passe la soirée avec nous là-dedans. Pour le moment aussi, pour les webinaires de stress, il y a des gens du Canada, etc. Donc c'est bien aussi parce qu'on peut échanger avec des personnes un peu partout. Donc il y a, pour les cycles de webinaires, vous avez un petit bulletin d'inscription si vous voulez les prendre, les étudier, les regarder ou les donner à Diane. Et voilà, il y aura 4 webinaires sur le harcèlement. Il y en a certains d'entre vous qui l'avaient payé. J'ai eu des gros soucis techniques qui aujourd'hui sont complètement réglés. Donc vous pouvez, évidemment, si vous avez payé, vous aurez les webinaires gratuitement inclus. Sinon, il y a les webinaires sur le stress aigu et le stress post-traumatique. Donc c'est 4 jours, de 11h à midi et demi ou les soirs. Donc c'est 1h30, 4 fois. Et on traite tous les sujets. Je vous envoie aussi des feuilles pour travailler, faire des exercices et revenir vers moi. Et après, le dernier, il va être les 4 webinaires sur l'engagement. On va faire un jour surtout l'entreprise ou la vie professionnelle, un autre la famille, les amis, un autre les couples, et les dernières sur l'école, le problème scolaire des enfants. Voilà. Et le 12 avril, on va avoir encore une soirée. Et je vous convie vraiment tous à venir. Ça va être une soirée assez intéressante parce qu'on va parler des différentes, vous voyez, méthodes et techniques que nous avons développées chez CIRCE, à CIRCE Éducation, donc on travaille avec les enfants, à CIRCE Entreprises, donc vraiment tous les dispositifs que nous avons mis en place pour les entreprises, les centres de thérapie bref et coaching stratégique, avec comment nous travaillons avec des patients et comment nous faisons des coachings. Et donc, vous verrez des programmes et des manières, donc vraiment la manière comment on s'y prend pour travailler ces différentes choses. Alors, je voulais un remerciement comme ça, à Philippe qui est à la sono. Bravo! À Eddie qui nous a nourris tous aujourd'hui, et Kyle et Philippe.
en place. Elle fait de la magie pour du vrai, et pas seulement qu'à sur scène, mais elle fait aussi de la magie. Et les magiciennes aussi. Oui, c'est vrai. Sur l'hypnose, Et, l'hypnose. ah oui, il y en a aussi. Voilà, désolé, j'ai oublié. Il y a les... Il y a plein de documents qui circulent. Il y a en plein fait, de avec tous documents qui les- circulent. Il y a aussi un cours qui s'appelle Hypnose pour les systémiciens. Donc en fait, on va donner 4 jours, vous voyez, de l'approche communicationnelle hypnotique pour les personnes qui veulent l'utiliser, vous voyez, dans la pratique. Et donc, c'est 4 jours qui sont destinés à des personnes qui ne travaillent pas en hypnose, vous voyez, mais comment est-ce vous pouvez utiliser les bases de l'hypnose. C'est vrai que ça, c'est extrêmement proche du thème l'engagement, parce que le langage hypnotique, c'est ce qui engage le plus, vous voyez, les personnes dans une interaction. Et c'est plutôt pour des coachs, ça peut être aussi pour des thérapeutes, mais c'est surtout pour des coachs, en fait, qui veulent travailler là-dedans, ou des consultants, des gens qui travaillent, qui connaissent, il faut connaître un petit peu la systémique, mais juste un petit peu. Et puis, il y a quelque chose d'important qu'on lance cette année, c'est en termes de développement personnel, qui s'appelle Au cœur de soi. Et donc l'idée, c'est qu'on va travailler, vous voyez, sur de manière physique, de manière respiratoire, avec la méditation, avec les mindfulness, avec... En fait, on va travailler sur différentes... L'idée, c'est de se reconnecter à soi et de toucher sa vulnérabilité aussi. Et tout à l'heure, tu parlais de masque. C'est aussi d'aller au-delà du masque. Et en même temps, c'est d'aller au-delà de l'ego. C'est de sortir de notre conditionnement et de toucher quelque chose d'essentiel. Et donc, on va passer par l'aspect émotionnel, l'aspect relationnel, la construction de l'ego, et on va commencer à aborder aussi quelque chose qui va être hors de ça. Et donc, ça, c'est la surprise. Voilà, ça c'est la surprise, parce que ça c'est après c'est plein d'exercices. En fait, c'est un process qu'on a mis en place sur 2 jours et demi pour arriver à ça. Pour arriver à toucher quelque chose de soi. Et c'est pour sortir aussi de la tête. Parce qu'on est dans une société, on est beaucoup dans le mental. Et c'est pour commencer à toucher quelque chose d'essentiel en soi qui est autre part que dans la tête. Alors l'objectif, vous voyez, je pense qu'au-delà que vous veniez au cœur de soi, c'est le fait de travailler la vulnérabilité. Vous voyez, parce qu'on est habitué à être l'effort dans la relation parce qu'on est le thérapeute. Et en fait, plus on travaille sa vulnérabilité, moins on aura de burn-out déjà. Et plus aussi, vous pouvez vraiment toucher ce qui est l'humain profond chez la personne avec qui vous travaillez. Vous avez des questions? La dernière nouvelle, c'est la dernière, oui, c'est le fait que notre site est enfin là. La semaine prochaine. La semaine prochaine, à partir de lundi, vous pourrez aller sur le site. Tout est fini. On voulait juste vérifier les fautes d'orthographe, tout ça c'est fait. Quoi? C'est un engagement, même si je ne dors pas d'ici là, ça sera fait. Lundi c'est bon, lundi c'est enfin là. Ça a été un travail d'envergure parce qu'on a voulu mettre plein de vidéos. Il va y avoir beaucoup de vidéos. Il va y avoir des liens avec les blogs, des liens avec des articles, etc. Bon, on va encore continuer à construire. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais des vidéos, oui, il y en a déjà vraiment pas mal. Donc vous pouvez déjà aller voir gratuitement des vidéos. Et donc, j'ai des questions. En fait. Avez-vous des questions? Moi j'en ai une, qu'en est-ce qu'on boit? Si vous voulez, on va se mélanger, on peut parler. Il y a des gens aussi qui sont dans la formation, pour ceux qui se demandent ce qu'on fait.